Alors, je suis ravi de pouvoir refaire une séance de conférence en présentiel. Et ma transition énergétique, c'est un livre que j'ai voulu écrire pour les entrepreneurs que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. Et bon, il est sorti le jour de l'annonce du confinement général en 2020. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a limité son succès, mais donc aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous présenter un petit peu ce que j'ai voulu raconter et tout ce que les entrepreneurs universitaires qui ont participé à cet ouvrage ont voulu laisser comme message. En introduction, juste me présenter rapidement pour vous dire qui je suis et quel a été mon parcours sur la transition énergétique. Moi, j'ai commencé, à la base, je suis historien de formation, parce que j'ai fait mes études à la Sorbonne et après, j'avais complété ça par une école de commerce donc à l'EM Lyon. Et j'étais assez convaincu que je voulais faire de la finance, mais j'avais un peu de mal à trouver un angle qui me séduisait dans la finance. Et donc, j'ai commencé à travailler dans différentes sociétés de bourse, chez ING, chez Deutsche Bank. Et puis, je suis rentré dans une petite société de bourse spécialisée sur la tech à l'époque. C'était au début des années 2000. Et ils venaient de prendre la première crise. Et après, donc, ils avaient du mal à se réinventer. Et donc, moi, j'étais junior et je devais trouver des histoires d'investissement pour présenter à tous les investisseurs qui investissaient sur des sociétés cotées en bourse. Et j'ai eu l'envie, avec la rencontre d'entrepreneurs qui travaillaient dans le secteur du solaire, de me dire, attends, il y a vraiment quelque chose, à mon avis, d'extraordinaire à faire sur les secteurs de la transition énergétique. Et je vais me spécialiser là-dessus pour essayer de voir comment je peux mettre mes compétences au service de ce mouvement. On était vraiment au début, donc au début des années 2000, c'était les premières sociétés qui étaient cotées en bourse dans le vert. Et donc, chez Bryan Garnier, on avait lancé le franchise sur l'environnement. Protection, donc c'était protection de l'environnement, donc il y avait eau, déchets et énergie alternative. Et là, j'ai rencontré un gérant qui me dit « Ah, bah, c'est drôle, je veux faire exactement, je veux lancer ce fonds-là. » Et personne ne parle de ce sujet et il n'y a pas trop de sociétés en France, à part dans l'eau. Donc, tu veux, viens travailler avec moi. Et donc, je suis arrivé et on a co-développé une petite société de gestion qui s'appelait ERA Finance, qui est devenue la financière de Champlain. Et on a commencé à investir dans toutes les sociétés du secteur de la transition énergétique, de l'eau et du déchet. Et on a vécu le boom, en grande partie du solaire, la création de cette industrie incroyable, avec, quand on a commencé, 90% des sociétés qui étaient basées en Allemagne. Le solaire, pour les Chinois, ça n'existait pas. L'éolien, tout était en Europe. C'était vraiment une industrie européenne, avec quelques acteurs qui avaient commencé à réussir et qui s'étaient introduits en bourse. Et donc, j'ai accompagné ce mouvement-là. Et puis, il y a eu la crise de Lehman Brothers. Ça m'a permis de me poser la question sur l'impact que j'avais vraiment dans mon métier et sur la transition énergétique. Et je me suis aperçu en fait que je n'avais absolument aucun impact parce que en conseillant des opportunités d'investissement sur des sociétés cotées en bourse, alors oui, à le moment de l'introduction en bourse, on a besoin de lever de l'argent, donc là, on peut être un peu impactant, mais après, c'est plus du commentaire au jour le jour de ce qui se passe sur les marchés financiers et on n'est pas vraiment auprès de l'entrepreneur. Et il se trouve que dans le même temps, commençaient à naître les premières infrastructures de la transition énergétique parce que les programmes d'aide, de relance un petit peu partout en Europe se développaient et on commençait à avoir des premières installations. Et donc, j'ai décidé de revendre mes parts de la société. C'est le Crédit Coopératif qui a racheté. Et on est en 2009 et 2010, je crée Airgreen. Donc, j'ai recommencé tout seul dans le bureau en me disant, bon, je vais aller conseiller les différents industriels du secteur, des petites PME, pour essayer de comprendre leurs besoins, ce qu'ils font vraiment en France. Alors que moi, historiquement, j'avais vraiment un fonds international. Hein, mais donc, je me suis remis vraiment dans les territoires et je suis allé voir toutes les petites PME. Et là, j'ai fait des rencontres extraordinaires qui m'ont amené à créer Green Invest et apporter une solution qui n'existait pas à ce moment-là en France et en Europe. Et donc, c'est cette histoire un petit peu que j'ai voulu raconter à travers le témoignage d'entrepreneurs parce que dans toute nouvelle économie, finalement, on ne peut pas vraiment compter sur les grosses entreprises qui n'ont pas d'intérêt à développer souvent des nouveaux secteurs, qui vont plutôt être des freins au départ
à l'émergence d'un nouveau secteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi massivement dans certaines technologies et donc ils veulent l'amortir au maximum. Et donc, c'est vraiment les entrepreneurs qui sont au cœur du développement de nouvelles histoires. Et dans notre secteur, il y a les entrepreneurs qui ont compté énormément. Et il y a un point que soulève Anna d'ailleurs dans le livre, c'est le support nécessaire, obligatoire à l'amorçage des politiques et la compréhension des politiques. Et donc, à travers cet ouvrage, c'est un peu de ça. On voulait mettre à l'honneur un petit peu l'émergence d'un secteur et qu'est-ce qui va se passer demain, comment on voit les choses. Donc, il y a un côté un peu historique. Je suis revenu sur mon savoir-faire de base. Donc, l'origine des ENR, je dirais, c'est vraiment à partir des années 90. On a un premier sommet de la Terre à Rio en 92. Et là, on sent qu'il y a une prise de conscience globale sur les problématiques sur la planète. Et ça va s'associer avec, dans le même temps, les premiers entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs classiques. C'est des entrepreneurs qui sont vraiment des entrepreneurs de conviction, qui ont une idéologie, qui sont convaincus que l'avenir doit se faire dans le renouvelable et qu'il faut absolument abandonner le fossile ou le réduire au maximum. Et donc, on a des gens qui sont des purs écolos à la base. Et dans ce livre, on voit l'émergence de ce mouvement à travers les batailles qu'ont dû mener entre les années 90 et 2000 les entrepreneurs du secteur. Donc, on a les gens de Négawatt, on a Jean-Yves Grandidier, qui fait un très beau succès encore maintenant, mais qui était au tout début avec Valorem. Il y a Jean-Marc Boucher, donc vraiment les pionniers, et qui étaient vraiment dans une logique, on veut sauver la planète. Ça c'est important parce que pour la première étape, on avait besoin de ces gens-là, et on verra qu'au fur et à mesure, avec la maturité du secteur, c'est d'autres qualités qu'il faut après mettre en place pour pouvoir accélérer. Et donc, entrepreneurs très engagés, convaincus du potentiel des énergies alternatives, et ils vont mettre tous une pression très forte sur le politique pour écrire avec eux, coécrire les réglementations qui vont permettre l'émergence des premières installations renouvelables en France. Alors, au début, on est vraiment sur des sujets très symboliques. Il va y avoir 1, 2 éoliennes. De temps en temps, quand on parle avec Grégoire Verhaeghe, le fondateur d'Innovant, il avait mis sa première éolienne dans l'usine de tissus qu'il avait dans le Nord. Quand on va parler à Jean-Marc Boucher, c'était 1 ou 2 petites éoliennes, pareil pour Valorem. C'était vraiment au début. Il n'y avait pas de réalité économique, mais il fallait montrer que ça fonctionne. Donc, on est au stade du pilote, ça s'est développé, un grand travail, une grande pression, premier syndicat qui commence à se créer, Enerplan, et le CER qui suivra. Et derrière, une pression qui est faite et un accompagnement des politiques. Parce qu'avec ce sommet de la Terre, etc., on voit finalement qu'il y a un continent qui prend vraiment les choses en main, un peu au-dessus, c'est l'Europe, et qui va quand même offrir un cadre réglementaire pour pouvoir permettre l'émergence de ces projets-là. C'est donc en donnant soit des subventions, soit des tarifs régulés qui nous permettent d'avoir une vraie visibilité sur les investissements. Ce qui permet, au départ, à différents entrepreneurs locaux de lancer leurs projets. Et à partir de 2000, on a une vraie accélération du mouvement. Moi, c'est à ce moment-là où je commence donc, ma carrière dans la transition énergétique. Et là, on voit qu'il y a possibilité, on n'est pas encore du tout mature sur le solaire, mais on voit qu'en éolien, on commence à faire des progrès technologiques importants et que ça peut être une vraie alternative, surtout dans des zones où les réseaux ne sont pas développés. Alors, je pense d'abord à l'Afrique et d'autres pays, notamment aussi en Asie du Sud-Est. On s'aperçoit qu'il y a vraiment la possibilité de développer une industrie. Et donc là, il va une accélération de la pression des entrepreneurs et une pression qui est faite au niveau des politiques et des cadres réglementaires qui deviennent de plus en plus satisfaisants, qui comprennent beaucoup plus les enjeux et qui nous permettent d'investir pour les industriels sur le long terme. Et donc, aux investisseurs aussi, aux industriels de trouver, alors souvent au départ, c'est plutôt, ils vont trouver de l'argent en friends and family ou des grandes familles qui vont s'intéresser au sujet. Il n'y a pas encore de fonds vraiment dédiés du tout sur la thématique. Mais on sent l'émergence. Et là, va arriver une nouvelle typologie d'entrepreneurs. C'est les entrepreneurs plus classiques qui ont compris qu'il y a un marché avec une très forte croissance, qu'il y a des soutiens qui se sont mis en place et que le cadre est stable pour pouvoir accélérer et faire quelque chose à l'échelle. Et ça, c'est fondamental parce que donc vous avez cette nouvelle typologie d'entrepreneurs et vous avez les anciens qui, soit eux sont restés dans leur logique très, très puriste et qui n'ont pas passé le cap,
et certains, comme Jean-Yves Grandidier ou Jean-Marc Boucher ou Grégoire Vérac, qui, eux, sentent, progressent au niveau financier, l'ingénierie financière, et commencent aussi à vouloir profiter de ce mouvement-là pour construire des grosses PME et vraiment essayer de bénéficier aussi économiquement de l'intérêt du secteur. Mais on reste encore dans un monde complètement biberonné aux subventions, pas de réalité économique, et ça va aller finalement jusqu'en 2015, avec un moment, une accélération très forte des politiques en Espagne, au Portugal, en Italie, qui va accélérer très fort. On est au moment d'Al Gore en 2006-2007, qui met la pression avec son film sur la vérité qui dérange, où on montre les catastrophes du réchauffement climatique. Et on sent qu'en Europe, ça commence à pousser. Et donc là, on a de plus en plus de volume. Et comme tout le temps, quand le politique accélère, souvent quand vous avez des nouveaux entrepreneurs un peu opportunistes et des lobbies qui se mettent en place, vous avez de temps en temps des réglementations qui ne sont pas forcément adaptées. Et donc les politiques qui ont un temps de retard pour voir la maturité des projets vont se retrouver à mettre des politiques souvent d'incitatifs trop favorables qui vont amener à une sorte de bulle spéculative sur le secteur. C'est ce qui s'est passé entre 2000 et 2015. Ça a permis l'émergence de grossir, de vivre ce secteur, mais ça a souvent été mal calibré. Ça a été mal calibré en Espagne, ça a été mal calibré en France à un moment. Et ça a amené à l'explosion de différentes bulles. En Espagne en 2008, en France en 2010, avec un moratoire sur les tarifs. Et donc, un renouvellement des investisseurs. Mais le problème, c'est que ça a fait aussi très peur aux financiers. Ils disent, oh là là, ce nouveau secteur, là, déjà, ça ne m'a pas l'air clair, parce que le gros problème pour les financiers, c'est qu'ils ont vu le secteur des énergies renouvelables comme un truc d'écolo pour changer la planète. C'était toujours associé avec une lutte contre le nucléaire. On en reparlera tout à l'heure rapidement, mais je pense que ça a fait énormément de mal pour l'émergence du secteur au départ, notamment en France, alors que c'est quelque chose de très complémentaire. Et bon, tout ça a fait en sorte que ça a été compliqué et ça a été assez chaotique entre 2000 et 2015. Mais l'émergence de toutes ces politiques de subvention ont permis des investissements massifs, notamment des Chinois, dans le secteur, qui ont investi massivement en se disant on va construire des capacités de production solaire pour pouvoir livrer l'Europe, qui, elle, a des tarifs et est capable d'installer. Ce qui fait que, malheureusement, et ça, c'est l'échec de l'Europe, c'est qu'on a permis l'émergence du secteur du renouvelable, le passage à 2015-2021 qui fait que c'est une réalité économique, on va venir juste après. Mais dans le même temps, on n'a pas réussi à conserver notre industrie parce qu'on avait tout au départ. Et les Allemands, les sociétés allemandes se sont soit fait racheter, soit ont fait faillite. Et c'est les Chinois qui ont tout récupéré. Et maintenant, aujourd'hui, 90% des panneaux solaires sont vendus en Chine. Et eux ont accéléré, nous ont permis, grâce à leurs investissements massifs, et grâce aux subventions qui avaient été mises, de rendre le solaire rentable. Parce que l'éolien, tous les ans, a vraiment baissé ses coûts de façon très régulière. Le solaire, ça a été très, très rapide. En 10 ans, on est passé d'une diminution des coûts de 1 à 10. Et ça a vraiment permis de faire émerger le secteur, pas forcément qu'en Europe, après à l'international. Et ça, c'est le passage de 2015 à 2021. Et là, on a les meilleurs entrepreneurs qui avaient réussi à faire le passage de juste on veut sauver la planète à il y a une réalité économique, à comment j'accélère en allant à l'international. Il y a eu énormément de consolidation. Les gros acteurs se sont rendus compte que finalement, la transition énergétique ne pouvait plus être arrêtée, que de toute façon, il y aura une transition entre le fossile et le renouvelable. Et donc là, il a fallu essayer de rattraper le retard pour essayer de capter des parts de marché. Et donc, ils ont racheté les différents développeurs. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe en ce moment, entre 2015 et 2021, un peu partout en Europe et un peu partout dans le monde. Certaines sources d'énergie renouvelable sont extrêmement rentables, on en reviendra plus tard, et totalement compétitives avec les énergies fossiles. Il nous manque encore quelques points pour le stockage, on parlera aussi de ça tout à l'heure, mais ça a amené vraiment aujourd'hui donc une mondialisation du secteur. Finalement, les Chinois, qui au début produisaient les panneaux pour installer en Europe, sont devenus les plus gros installateurs de solaire chez eux. Ce n'est pas pour sauver la planète, parce qu'eux se sont aperçus que dans leur mix énergétique, c'était le meilleur moyen de rattraper leur retard et d'avoir des capacités de production d'électricité les moins coûteuses et les plus rapides à installer. Et ça s'est développé un petit peu partout en Asie du Sud-Est. Ça tarde en Afrique pour d'autres raisons, mais c'est évident que le renouvelable, maintenant, a une réalité économique. Et un peu partout en Europe,
c'est aussi le cas. Et nous, on le voit avec nos fonds. Au début, on n'investissait que sur de la France et de l'Allemagne. On peut maintenant s'ouvrir à tous les pays d'Europe, notamment à l'Europe de l'Est, qui était au début extrêmement focalisée sur le charbon. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, le point très spécifique des énergies renouvelables dans la transition énergétique, c'est que c'est un modèle totalement disruptif par rapport à ce qui avait toujours connu le secteur des producteurs, des énergéticiens. Les énergéticiens et les États, c'était des gros projets. On part sur un plan de 30 ans, c'est le plan Pompidou sur le nucléaire, les réseaux, on investit massivement et décision très centralisée. Le renouvelable, c'est exactement l'inverse. Il faut s'adapter à son territoire, comprendre les besoins du territoire, les enjeux du territoire, parce que ça ne veut rien dire je fais du solaire, je fais de l'éolien, je fais de la biomasse. C'est où je le fais, quelles sont mes ressources, est-ce que j'ai du soleil, est-ce que j'ai du vent, est-ce que j'ai des ressources de biomasse pour pouvoir produire mon énergie, qu'a besoin mon territoire, quelle est la problématique que j'ai aussi environnementale autour de moi. Et donc, c'est des multitudes de petits projets. Et ça, les utilities, les EDF, les Engie, ce n'était pas du tout dans leur ADN. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont freiné aussi ça. Ce n'était pas du tout dans leur intérêt économique. Et là, on a eu cette pression qui s'est faite par ces entrepreneurs qui ont réussi à faire vivre les projets. Ils ont eu besoin donc d'apporter tout ce que l'entrepreneur est par nature, le risque, la flexibilité et la décentralisation. Ça, c'était vraiment important. Donc, on a beaucoup de PME un petit peu partout sur le territoire, parce qu'on ne fait pas du tout ce qu'on peut avoir, notamment sur le schéma français, où tout est très parisien. Moi, la plupart de mes partenaires, ils ne sont pas à Paris. Et donc, il faut quand même reconnaître un point, et c'est très important de le souligner, c'est que tout ça est arrivé. Et si les entrepreneurs ont pu mettre cette énergie, ont pu arriver à développer cet écosystème et faire que la transition énergétique existe, et c'était ça l'objet de ce livre, c'était de montrer le rôle majeur des entrepreneurs, qui est souvent oublié. Ils ont quand même eu l'écoute des politiques. On critique énormément souvent les politiques en disant qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas fait le mouvement, mais il faut savoir que quand même l'Europe, c'est vraiment le seul continent qui a été vraiment pionnier là-dessus et qui a permis à tous les autres aujourd'hui de bénéficier d'un renouvelable pas cher grâce aux investissements que tous les citoyens européens ont fait, grâce aux politiques d'incitation. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que c'est d'autant plus déplorable de voir qu'aujourd'hui, notamment en France, on revient sur des engagements qui ont été passés il y a 10 ans, mais on en parlera rapidement parce que je suis convaincu que ce qui a été fait a été un apport très fort pour la transition énergétique et aussi très fort pour les industriels européens et pour les PME françaises qui aujourd'hui ont développé un vrai savoir-faire qui se développe à l'international. Alors, au-dessus, c'est ça. C'est le rôle clé de la finance. C'est le rôle clé de la finance. C'est qu'il y a un moment, on reste sur l'énergie. L'énergie, par définition, c'est quand même extrêmement capitalistique. Ça nécessite beaucoup de capitaux. Ce n'est pas une société de services. Donc, il y a un moment, on va construire des infrastructures et donc il nous faut de l'argent. Et c'est assez antinomique avec les besoins, puisque les entrepreneurs, ce sont des gens qui ont des petites structures flexibles, décentralisées, et ils n'ont souvent pas des gros bilans et pas les moyens d'investir. Et pour que la réussite se fasse, il a fallu, donc, on a parlé des politiques, on a parlé des entrepreneurs, mais il a fallu aussi une compréhension du monde financier. Et ce n'était vraiment pas gagné du tout pour les financiers d'arriver à comprendre les enjeux de ce secteur, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y avait de la crainte. Il y avait de la crainte par rapport à ça, parce que ça a toujours été vu, et notamment en France, plus en France, je dirais même qu'à l'étranger, ça a vraiment été vu comme un truc d'écolo sans réalité. Et à partir du moment, ça fait énormément de mal. Le fait que, et ça a été un des points compliqués, c'est que l'écologie, ça ne peut pas être un mouvement politique en réalité. Et en France, ça a été le cas. Et c'est ça qui a détruit au départ, qui a retardé l'émergence de beaucoup de projets et qui continue aujourd'hui de freiner beaucoup d'initiatives. Parce qu'à partir du moment où vous en faites une idéologie politique, eh ben, il y en a beaucoup qui vont freiner par nature et qui ne mettront pas leur argent. Et ça, c'est un point vraiment fondamental. Et donc, la finance a dû s'éduquer, comprendre qu'il y avait une réalité économique, qu'on pouvait
aller dans le bon sens et en même temps faire de la performance, et que ce n'était pas antinomique avec la croissance du pays. Il faut construire des solutions pour répondre aux besoins du secteur. Et donc, c'est l'analyse, la compréhension des entrepreneurs. Nous, modestement, c'est ce qu'on a fait chez Airgreen. 2010-2012, ça a été 3 années extraordinaires de rencontres avec Jean-Marc Boucher, Paris Moratoglou, Gilles Lebreu, Jean-Yves Grandier, tous ces acteurs dans lesquels on s'est posé toutes leurs questions. On a essayé de comprendre tous leurs problèmes. Et finalement, c'est eux qui nous ont trouvé la solution. Parce que finalement, c'est celui qui a vraiment… Lui, il avait besoin de l'argent. Je ne savais pas trop comment arriver et en réfléchissant avec lui, on a réussi à créer les solutions InfraGreen. Et ça, c'est comme ça que nous, on est nés. Et qu'on était tout petit, on n'aurait jamais dû exister. Parce qu'aujourd'hui, Airgreen, on a levé 1,5 milliard d'euros. On a financé des centaines de projets en Europe. On a permis l'émergence des plus gros développeurs français. Et c'est incroyable quand on y pense. On se dit, c'est pas possible. En 2010, ça n'existait pas. On a lancé nos premiers fonds en 2012. Mais c'est juste qu'on a réussi, en les écoutant, à construire la solution qui les a permis d'accélérer. Et donc, on a contribué, tout comme le politique et tout comme les entrepreneurs, à accélérer cette filière. Je pense à créer beaucoup d'emplois dans les prochaines années en Europe et à l'international. Donc, le vrai sujet qui a été fait, c'est… je vous raconte l'histoire parce que c'était vraiment… c'est ce qu'explique Jean-Marc, notamment Boucher, dans le livre. Je rencontre Jean-Marc Boucher qui, lui, a sa société, JMB Énergie. Il est dans le secteur, lui, c'est un ingénieur, il faisait de l'hydro. Et puis, il avait monté fin 90 Énergie du Midi, puis après JMB Énergie. Et il commence à se développer, il voit que les projets commencent à prendre de l'ampleur. Il me dit, le problème, c'est que je suis plafonné, je dois construire, je n'ai pas d'argent. Et les seules choses qu'on me propose, à chaque fois que je veux construire une nouvelle centrale qui va être rentable, solaire ou une ferme éolienne, il y a des investisseurs qui arrivent ou des grosses entreprises qui arrivent et qui disent je te rachète ton projet. Il me dit, mais ce n'est pas ça. Si je vends à chaque fois mes projets, je ne vais pas pouvoir grossir. Et sinon, on me propose de rentrer au capital et je vais être dilué, je vais perdre le contrôle. Et dans ce secteur-là, si tu n'as pas le contrôle, avec les risques qu'il faut prendre, la flexibilité qu'il faut avoir, il faut un vrai capital. Et donc, elle me dit, je suis vraiment bloqué. Et donc, on réfléchit, et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Il y a tous ces actifs-là. Donc, on regardait ces centrales solaires, ces fermes éoliennes, ces centrales biomasse. Et je lui dis, mais ça vaut quand même de l'argent. Il me dit, regarde, il me dit, c'est incroyable, regarde cette société-là, ces 2 sociétés qui étaient à Narbonne. Si je les vends, je peux les vendre 20 millions d'euros. Parce qu'il y avait un contrat à long terme. Et puis, on faisait l'actualisation des flux, des cash flows. Il dit, ça vaut 20 millions d'euros. 25 millions d'euros. Et je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Attends, on va faire comme dans l'immobilier, en réalité. C'est de l'immobilier. Ce qu'on fait dans le renouvelable, c'est de l'immobilier. Tu as un actif avec un locataire, c'est EDF, il y a des loyers qui tombent, et donc maintenant, je vais te faire une obligation sur le sujet. Il y a déjà de la dette, des banques qui ont prêté pour une partie. Tous les fonds propres, au lieu de te racheter le projet 25, je vais te prêter 15, et avec ces 15 millions d'euros, on va regarder les cash flows nécessaires, combien on peut me rembourser. Moi, je vais te prêter 15. Comme ça, je sais que si tu ne me rembourses pas, je récupère le projet qui vaut 25. Donc, j'ai fait une bonne affaire pour mes investisseurs. Et à ce moment-là, il me dit, je lui dis, combien tu peux payer? Il me dit, on regarde, je peux payer 8 à 10% par an d'intérêt sur les 15 millions d'euros. Et je lui dis, écoute, c'est extraordinaire. On va voir comment ça fonctionne maintenant. Est-ce que je peux le faire? Et je suis allé voir les différentes mutuelles, les assureurs en France. Et je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez investir dans la transition énergétique? Alors là, ça leur faisait très peur. Il faut se rendre compte, il y avait eu l'Espagne, le moratoire des faillites un petit peu partout. Et je leur dis, mais attendez, on ne va pas prendre de risques technologiques, on ne va pas prendre de risques réglementaires et on ne va pas prendre de risques de développement. On va être à côté d'un entrepreneur, c'est lui qui prend le risque. On va avoir moins de retour sur investissement, parce qu'à l'époque, l'objectif, c'était plutôt de faire du 15. On va plutôt faire du 8. Mais en contrepartie, on va pouvoir avoir en sécurité un actif qui vaut 2 fois plus ou 40% de plus que ce qu'on a prêté. Et on aura du 8 quasiment garanti tous les ans. Comme ça, pour les retraités qui ont confié leur argent chez vous, il y aura des coupons réguliers tous les ans. Et en plus, on va dans le bon sens. Alors, je n'ai pas eu un accueil extraordinaire au départ, mais j'en ai eu 3 qui m'ont dit ça nous va parfaitement, mais ils n'arrivaient pas trop à y croire.
pour eux, ça restait quand même un truc un peu farfelu, renouvelable. Et on a dit, OK, 30 millions d'euros. Ils ont commencé avec 30 millions d'euros. On a fait les 30 millions d'euros. Et avec les 15 premiers millions d'euros, on a racheté, on les a donnés, donc on les a prêtés à Jean-Marc Boucher. Et Jean-Marc Boucher, avec ça, a racheté Aerowatt, une société que je connaissais très bien, puisque j'avais été actionnaire 5 ans avant, parce qu'elle était cotée en bourse. Il n'y avait pas de capitaine d'industrie dans cette société. Et avec Jean-Marc, on était convaincus que c'était, en achetant cette société, là, il pouvait changer d'échelle. Et ben, il a racheté cette société. Il l'a sortie de bourse. C'est devenu le groupe Quadrant. 2 ans plus tard, le groupe Quadrant, alors il l'a sorti de bourse pour 20 millions d'euros. 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, le groupe Quadrant a été revendu à Direct Energy, puis après à Total, pour entre 300 et 400 millions d'euros, parce qu'après, il y avait des compléments de prix. Parce qu'on lui avait permis, on lui avait libéré l'énergie avec notre solution pour grossir, consolider et accélérer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bureau, alors là, tous les jours, j'avais des nouveaux appels. Je n'avais plus besoin de sillonner les salons et la province pour pouvoir rencontrer des nouveaux entrepreneurs. Toujours, mais comment Jean-Marc a fait? Je dis, venez, je vais vous expliquer. Et on a fait ça avec Langa, qui est devenu Langa, on a fait avec ça avec Langa, qui était une société bretonne, qui a revendu à Engie, sa société 5 ans plus tard. Tous ces entrepreneurs, après, ont eu une deuxième vie. Ils ont tous créé Langa International, Quadrant International, et on les accompagne encore aujourd'hui. Ils ont tous pu accélérer. Et Neoen est venu nous voir au moment où il n'y avait plus de ministre des Finances au Portugal. Ils avaient gagné un appel d'offres pour faire du solaire au Portugal. Plus personne ne voulait leur prêter. Plus personne ne voulait leur prêter. Et donc là, on est arrivé et avec notre solution, on a pris en collatéral les actifs, on a analysé tout le… Et on a libéré énormément d'énergie. Et donc, c'est vrai qu'en étant tout petit, on a réussi à avoir un sourcing incroyable. Nos financiers nous ont fait confiance une deuxième fois, nous ont prêté 30 millions d'euros. Ils ont investi 30 millions d'euros. On a eu 60 millions d'euros. C'est le premier fonds. On a lancé, et après tous les 2 ans, on a réussi à relancer des fonds en s'adaptant aux stratégies de marché qui ont évolué de façon très importante. Parce que c'est sûr qu'entre 2012 et 2015, on était dans un secteur très subventionné qui ne vivait pas sans réalité économique. Notre solution était parfaite, on ne prenait pas de risque technologique ni de risque réglementaire. Donc, on avait des retours un peu plus faibles, mais c'était un très bon équilibre. Et 2015 s'est ouvert un nouveau monde, puisque ça y est, des pays devenaient compétitifs, n'avaient plus besoin de subventions. Et donc, on pouvait aller investir dans beaucoup de zones qui nous étaient interdites, parce qu'avant, c'était trop compliqué de prendre un risque réglementaire en Espagne, en Italie ou en Pologne. Et d'un seul coup, le monde s'est ouvert et il a fallu adapter notre stratégie. Et c'est ça, la nouvelle stratégie qui a été mise en place. C'est ce que j'expliquais un petit peu en préambule, il n'y a pas de solution magique pour le renouvelable. C'est ridicule de dire moi, je fais que de l'éolien, c'est l'éolien, il n'y a que le solaire ou il n'y a que le nucléaire. Nous, ce qu'on recherche, c'est notre conviction chez Airgreen, on veut une société décarbonée. Et il y a une transition pour faire ça. Notre conviction profonde, c'est que celui qui aura la plus grande part de marché à la fin et l'impact le plus fort, ça sera le solaire. Mais autour de ça, on a besoin de tout. Et on a aussi besoin du nucléaire pour faire cette transition. Et je trouve extrêmement dommage qu'il y ait une opposition systématique du nucléaire sur le renouvelable, alors que c'est extrêmement complémentaire, puisque aujourd'hui, dans une volonté de société décarbonée, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'électrique prenne beaucoup de place sur, finalement, la chaleur et le fossile. Et donc, c'est juste de l'électrique contre le fossile. Notre ennemi, c'est le pétrole, pas du tout le nucléaire. Et donc, on le voit avec l'émergence des voitures électriques, qui prend un grand retard parce qu'on n'a pas les infrastructures de borne, etc. On va devoir créer, dans les 15 prochaines années, 200 TWh de nouvelles capacités dans l'électrique. Il faudrait être fou pour vouloir arrêter tout de suite le nucléaire. Il faut, en revanche, dans les 200 TWh, mais faisons du solaire, faisons de l'éolien, faisons toutes les sources d'énergie renouvelable qui nous permettent de combler le manque qu'on va avoir pour répondre aux besoins électriques des prochaines années. Et c'est ça le message. Et donc, il n'y a pas de solution miracle. Il faut juste, sur son territoire, s'adapter. En Pologne, l'éolien, c'est très bien. Il y a des couloirs de vent parfaits en Europe. C'est parmi les meilleurs couloirs de vent. Le Brésil, c'est extraordinaire pour l'éolien. On a des participations indirectes au Brésil, donc l'éolien est une très belle solution.
Le solaire peut être vraiment la solution privilégiée, notamment en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France. Je pense que la France n'a pas un potentiel énorme sur l'éolien, beaucoup plus sur la biomasse, parce qu'avec les agriculteurs, plus tout ce qu'on peut faire autour de l'autoconsommation et dans le sud-est de la France, il y a beaucoup de choses à faire en solaire. Voilà. Donc, il faut s'adapter. Mais il faut lutter. Maintenant, le point très important, c'est qu'avant, on avait besoin de subventions de l'État. On avait vraiment besoin des politiques pour nous accompagner, pour nous donner, pour nous faire vivre, pour avoir une réalité économique. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on peut faire une société décarbonée sans avoir besoin de demander de l'argent, à quémander de l'argent à l'État. Le privé, les fonds se montent tous les jours aujourd'hui pour investir dans le vert. Tous les jours. Il y a énormément d'argent. La seule chose dont on a besoin, c'est de continuer à avoir des entrepreneurs dynamiques, et il y en a partout dans le territoire. On a en plus maintenant les gros acteurs qui prennent le relais en consolidant pour faire les sorties de ces entrepreneurs, pour faire la liquidité à la fin. Et on a besoin juste d'une seule chose, c'est de la bienveillance de l'État. De l'État qui doit comprendre qu'on doit avoir un cadre réglementaire stable pour pouvoir libérer les énergies. Donc, ce n'est pas d'argent dont on a besoin, c'est d'un respect des engagements de l'État. Et ça c'est vraiment fondamental. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre d'accélérer définitivement la transition énergétique. Et je n'aurais jamais cru, quand j'ai commencé il y a 20 ans, que je serais capable de dire 20 ans plus tard, on n'a plus besoin d'argent, c'est rentable, ça vit tout seul. Et maintenant, notre point faible, c'est le stockage, on a des problèmes sur le renouvelable, c'est évident. Mais la chance qu'on a en Europe notamment, c'est qu'on a des réseaux matures, beaucoup d'autres solutions, je parlais du nucléaire aussi tout à l'heure, donc on peut gérer cette intermittence. Le temps de trouver des solutions concrètes sur le stockage. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé là de solaire, d'éolien, c'était le début. On parlait de transition énergétique. Et nous, chez Airgreen, depuis 2 ans, on a basculé, et nos fonds basculent. Nos fonds, donc au début, qui étaient sur de la dette, solaire et éolien, sont devenus des fonds d'equity, donc on investit en action directement. On va prendre des risques technologiques, on va prendre des risques de développement. On n'a plus de problème de faire de risques de développement. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas une réglementation d'un État ou d'un autre. On sait qu'on peut vendre notre électricité à un prix compétitif. Donc, on est capable de rentrer dans des nouveaux business models. Donc, nous, on a fait notre mutation importante. Et on a évolué au niveau géographique. Et le vrai sujet, c'était maintenant, il faut évoluer sur le secteur. Et donc, nous, maintenant, c'est l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, c'est comment je fais pour faire en sorte qu'on puisse continuer à croître dans des conditions les moins problématiques possibles pour la planète et pour les hommes. Et donc, il nous faut trouver des solutions technologiques, des nouveaux business models qui nous permettent de vivre avec ce réchauffement climatique. Et ce qui est enthousiasmant, c'est que tous les jours, on a des nouveaux business models aujourd'hui. Et ce que je fais, et j'avoue qu'à la fin de faire des analyses de cash flow de solaire et d'éolien, c'était un peu rébarbatif. Aujourd'hui, on est séduit tous les jours par des entrepreneurs qui nous amènent des nouvelles solutions. J'avais uploadé là, deux petites présentations sur AW Joule et Sonagri, qui sont des illustrations d'investissements qu'on vient de faire dans le fonds 4. Malheureusement, on ne peut pas voir la vidéo, mais vous pourrez regarder sur YouTube, où je vous enverrai les liens, pour illustrer ce que je veux dire. L'adaptation au changement climatique, qu'est-ce que c'est? C'est que maintenant, l'énergie doit être au service des autres secteurs pour s'adapter. L'agriculture, c'est une réserve incroyable de foncier pour la production d'énergie. Mais la base de l'agriculture, c'est de faire pousser quelque chose pour nourrir la planète. Et ce n'est pas de produire de l'énergie. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, l'idée avec Sonagri, c'est qu'il s'est dit, on a regardé les problèmes des agriculteurs. Quel est le problème des agriculteurs? Avec le réchauffement climatique, il y a des terres qui ne sont plus exploitables. Alors, je prends l'exemple, notamment dans les vignes, en Occitanie, ce n'était plus possible. Donc, on était obligé d'arrêter la production. Avec son système, il a mis des sortes de persiennes solaires qui vous permettent de faire vivre la serre par rapport aux besoins de la plante. C'est-à-dire, quand il fait chaud, on va faire parasol, production maximum, donc en partie pendant l'été, ça tombe bien, c'est le moment où il y a plus de soleil. Et l'hiver, on va se mettre à la verticale, les panneaux, pour pouvoir laisser passer le soleil. Je vous schématise ça. Et derrière, il y a des algorithmes et de l'intelligence artificielle extrêmement poussés qui permettent de comprendre les besoins de la plante en temps réel pour pouvoir avoir une évolution de la luminosité nécessaire pour optimiser le rendement agricole. Dans le même temps, on perd 20% de rendement dans la production de solaire,
mais on arrive à diminuer les besoins en eau de 20 à 40%, et on arrive à augmenter les rendements agricoles de 20%. C'est ça l'avenir. On a fait d'un problème une solution. Et c'est ce qu'on essaye au quotidien de financer pour pouvoir développer les solutions. Alors en France, c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte parce que le prix de l'eau est quand même très faible. Mais vous allez en Israël, vous allez en Afrique, vous allez dans certaines zones d'Amérique, le fait de pouvoir de pouvoir à nouveau faire de la production agricole dans des zones qui étaient très arides et d'économiser 40% d'eau, ça change tout dans le business. Donc, il y a des modèles comme ça qui sont extrêmement enthousiasmants. On pourrait en parler il y a l'agriculture, hein, bien sûr, quand je parle d'adaptation. Il y a bien sûr tout ce qui est l'urbanisme, l'immobilier. Il y a énormément de solutions dans l'économie d'énergie qui se développent en permanence. Dans la mobilité, on trouve aussi des nouvelles solutions. Donc là, on a vu toutes ces, pour aider notamment les agriculteurs des tracteurs totalement autonomes, électriques, qui vont se recharger à la borne directement avec les panneaux solaires sur les ombrières de l'exploitation agricole. Et donc, on est dans un cycle complet et il n'y a plus de consommation d'énergie. Et enfin, il y a le point le plus important qui reste le stockage. Parce qu'on a besoin de trouver une solution et de gérer nos réseaux. Nous, on a investi dans une société qui s'appelle NW Joule. Et elle a eu une tellement simple comme raisonnement. Cet entrepreneur était spécialisé dans le développement des solutions solaires couplées au stockage dans les îles. Et c'est parce qu'effectivement, dans les zones insulaires, on est obligé d'avoir, on n'a pas de nucléaire, on n'a pas de, donc c'est compliqué, il faut vraiment des solutions de fond. Et il s'est dit, mais en fait, le vrai sujet pour le renouvelable, en France, il n'y a pas besoin de le coupler directement à la production d'énergie. Je ne vais pas raisonner comme ça. Je vais créer la station-service du stockage en France. Donc là, il a développé 500 emplacements, il a sécurisé 500 emplacements en France, où finalement, l'opérateur du réseau ou les agrégateurs, ceux qui gèrent le réseau, vont avoir 500 assurances un petit peu partout sur le territoire au moment où il y a une surconsommation, il n'y a pas assez de production ou inversement, eh ben, ils ont la solution au niveau du territoire pour injecter et pour combler le truc. Et donc là, on va avoir des acteurs qui vont faire des contrats, qui vont payer la gestion de cette boîte pour, de stockage. C'est un container, c'est extrêmement basique. La technologie est extrêmement basique, c'est du lithium-ion. Demain, s'il y a une nouvelle rupture technologique dans les batteries, ça pourra fonctionner. Et surtout, ça permet aujourd'hui d'apporter des solutions énormes dans la gestion du réseau, qui est le gros problème. C'est un exemple. On l'a développé en France, ça va se développer un petit peu partout en Europe et à l'international. Je suis convaincu désormais, et je le vois déjà sur ces batteries, où en 3 ans, on a diminué le coût par 2, le coût de revient pour l'installer. Parce que plus on fait en volume, déjà on fait des économies, mais en plus technologie, en termes de technologie et de capacité de production, on fera le même schéma que le solaire. C'est des baisses de coûts de 20% par an. Donc, tout ça est extrêmement enthousiasmant. Il nous laisse dire que finalement, l'alliance d'entrepreneurs, de financiers et une bienveillance politique devrait nous permettre d'accélérer très fortement la transition énergétique dans les prochaines années. C'était ça l'objet de ce livre, c'était témoigner de ce mouvement qui a été en place et d'ouvrir sur demain. Il ne faut plus penser juste à la transition énergétique, c'est l'adaptation au changement climatique. Le monde va se réchauffer. Comment on fait pour essayer de pallier ça? Et c'est vrai que nous, on reste convaincus que ça va être compliqué d'expliquer qu'on va être en décroissance. On a du mal à accepter ça. Et donc, il nous faut trouver des solutions. Et au quotidien, on essaie d'investir dans des solutions qui nous permettent de s'adapter pour continuer à rêver et à croire. Voilà. Rapidement, ce que je peux vous dire. Les financiers, les historiens financiers, c'est assez rare pour apprécier, mais ça n'immunise pas contre un risque de greenwashing. Qu'est-ce que vous faites du cycle de vie de tous vos machins? Parce que, à titre personnel, j'ai craqué pour une voiture électrique pour m'apercevoir que c'était monstrueux, le bilan du cycle de vie. Et tous vos trucs dans les villes, et si j'ai bien compris, c'était intéressant,
je sais pas, il y a 15 centrales nucléaires en France, ça couvre les besoins, ça couvrait. Et en revanche, les petites centrales éoliennes, électriques, tout ça, ça doit se multiplier parce que c'est de petite taille. Donc, forcément, ça a un impact énorme sur les territoires. Et donc, comment vous gérez donc est-ce que vous le prenez en compte? Est-ce que vous le mesurez dans vos bilans ESG et tout? Alors nous, on a un rapport ESG qui est fait et sur chaque projet, on a une enveloppe extrêmement importante sur l'étude environnementale et l'impact et le cycle de vie. Comment on va faire aussi le recyclage et le démantèlement, pour gérer le démantèlement et le provisionnement. Ce qui était le gros problème, notamment d'installation nucléaire, où après, on ne sait pas comment on va gérer ça et le coût. Je suis d'accord à 100%. C'est vrai, on n'est pas parfait. Et il n'y a pas de solution parfaite. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au pétrole, de toute façon, c'est beaucoup mieux. Ça, mais c'est ça, certain. Et alors, ça, nous, oui. Alors, le sujet, c'est qu'on s'aperçoit au fur et à mesure, c'est que ça s'améliore énormément. Je suis en ce moment en train d'étudier une société qui est basée à Grenoble, qui s'appelle Rosy Solar. Rosy Solar a gagné un appel d'offres totalement innovant sur le recyclage des panneaux. Je ne peux pas dire le contraire. Au départ, on avait un problème pour retirer la glace et donc finalement, on ne recyclait pas une partie satisfaisante de l'ensemble du panneau. Aujourd'hui, avec leur nouvelle solution, on devrait être capable de recycler à 95%. En fait, c'est tous les jours, mais si dès le départ, on se dit, c'est pas parfait, on ne fait pas, on ne fait rien. Mais le point qui est très important, c'est qu'il faut, pour le financier, essayer de faire en sorte que son projet soit accepté dans le territoire. Alors, comment ça se fait, notamment dans l'éolien, c'est le crowdfunding, c'est les gens du territoire qui vont investir, faire en sorte qu'on ait une… Quand je parle de Valorem, Jean-Luc Grandidier, il vous dira sur tous ces fermes éoliennes, il n'a aucun problème. En revanche, dans certains cas, pour des choses stupides, on se retrouve dans des zones où c'est surpeuplé d'éoliennes. Et là, ça n'a pas de… Et là, je comprends que ce soit extrêmement agressif pour la population. Et ça, c'est extrêmement contre-productif. En revanche, sur les études environnementales, tout est fait. Ça fait partie, et je pense notamment en France, alors ce n'est pas le cas dans tous les pays. Je pense que dans certains endroits, c'est de façon anarchique. On va coller des centaines et des milliers de mégas. Ce n'est pas du tout le message qui est fait en France. Alors, c'est vrai que dans tout, rien n'est parfait. Mais aujourd'hui, ce qui est fait en Europe essaye d'être fait de façon quand même raisonnée, avec une prise de conscience très forte sur les enjeux environnementaux. On essaye au maximum de gérer le cycle du produit et on est assez convaincu que d'ici 15-20 ans, on aura des solutions très efficaces. Mais ce qu'il faut savoir, quand même, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un appel d'offres qui est fait pour le solaire, on doit, pour candidater et gagner, expliquer la solution qui va être faite pour son recyclage. Il n'y a pas un projet qui sort et qui est financé s'il n'y a pas de truc. Les matières premières, la recherche des matières rares, des terres rares. Là, vous étudiez aussi en amont l'acquisition des… C'est ça le gros problème. Dans la batterie, le gros problème, c'était le cobalt. On dit d'où il vient le cobalt, c'est hyper compliqué. Quelles sont les conditions pour, avec les enfants, tous ces sujets-là. Le lithium, c'est la même chose. Il y a un gros sujet en ce moment en Portugal sur le lithium, avec cette extraction à ciel ouvert. Donc, tous ces sujets, ils rentrent dans nos filtres. Et nous, quand on investit, on est convaincu, on est vraiment convaincu, et toutes les études nous le prouvent, que c'est mieux que l'autre solution. Voilà. Ça, mais je serais fou de vous dire que c'est la meilleure, que c'est imbattable, tout est parfait. Le problème, et c'est ça qui est totalement, je pense, stérile dans toutes ces discussions, et je vois ces joutes sur LinkedIn et sur les différents réseaux, où on voit des vidéos, la batterie, c'est ridicule, si vous ne voulez pas X temps, la voiture électrique, c'est un non-sens. C'est un non-sens écologique et ça va détruire plus la planète qu'inverse. On a la même chose sur le solaire, on a la même chose sur l'éolien, on a les nucléaires qui s'en mêlent, qui disent on n'a pas besoin du renouvelable parce qu'on a le nucléaire en France. Et il faut tellement sortir de ça. Le problème, c'est que c'est tellement compliqué de se documenter pour avoir vos réponses. Parce qu'on n'a que des informations contradictoires, que des fake news, mais dans tous les sens aussi. Je ne dis pas, et c'était la discussion, j'ai eu une discussion hier, c'était à notre syndicat Enerplan,
je disais, il faut être positif. Positif, qu'est-ce qu'on peut amener? Quelles sont nos faiblesses? Quelle est notre trajectoire pour les améliorer? Et c'est toute l'idée. Alors, c'est mon objectif de l'année 2022. Parce qu'en fait, on devait fêter les 10 ans d'Airgreen. Mais bon, avec le confinement, ça n'a pas pu se faire. Et donc, à l'occasion de cet anniversaire, on a envie de faire un ouvrage pour pouvoir répondre à tous ces sujets. Comment on se positionne dans un monde décarboné? Quelles sont les solutions? Et pour mettre en perspective et essayer de détruire un peu toutes les fake news qu'il y a. Mais j'encourage quand même à aller, je pense que c'est ce qu'a fait le ministère, notamment de l'Environnement, et c'était Barbara Pompili, elle l'a fait sur l'éolien. Sur l'éolien, je suis le premier à dire, c'est vrai que dans certains cas, on arrive, moi j'étais dans la région de Troyes, c'est assez impressionnant, dans le Nord aussi, quand on arrive, des forêts d'éoliennes. Donc là c'est agressif. Donc il y a eu des abus, il y a des choses qui n'ont pas été mal faites, ça c'est certain. Mais toutes les fake news que vous voyez sur tous les rapports, quand on lit, on se dit c'est incroyable, ils ont raison. Et puis vous regardez ce que le ministère a fait pour répondre à toutes les fake news, il y a des réponses à chacune de ces questions. Donc c'est vraiment un point fondamental parce que c'est ça le frein. Et c'est sur ça que s'appuient les différents lobbies pour ne pas faire, alors que le but du jeu, c'est de travailler ensemble. C'est vraiment de travailler ensemble. Vous avez expliqué comment au début, vous avez trouvé finalement un mécanisme de financement particulièrement adapté à des technologies comme l'éolien ou le solaire, qui s'appuie fortement sur le fait qu'il y avait des flux de revenus relativement garantis pour les qu'il y avait des actifs du coup qui pouvaient servir de collatéral. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous n'avez plus besoin de ce mécanisme, vous pouvez prendre des risques. Les gens ont envie de dire, finalement, c'est un petit peu provoquant, mais n'importe quelle société qui a suffisamment de fonds à investir pourrait le faire. Bien sûr. Donc, il n'y a rien qui fait votre spécificité? Non. Aujourd'hui, ce qui est notre spécificité, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut en permanence créer des nouveaux produits adaptés aux besoins des entrepreneurs. Et notre force aujourd'hui chez Airgreen, jusqu'à présent, c'est que nos produits, c'est toujours nos partenaires qui nous les suggèrent. Et nous, après, on va les faire valider chez l'investisseur final, qui va être des très gros assureurs, des mutuelles, et dire est-ce que ça rentre dans vos cadres de ce que vous avez besoin? Mais le marché a besoin de ça. Et donc, notre valeur ajoutée, nous, c'est d'être très proche du secteur, de comprendre les besoins et de traduire dans un outil financier. Et après, bien sûr, de faire l'exécution, de faire bien son travail, mais ça, il y a énormément de gens qui savent très bien faire leur travail. Notre valeur ajoutée, c'est de comprendre les besoins. Et aujourd'hui, donc, je dis qu'on on a continué cette gamme d'obligations convertibles, on l'a fait dans certains aspects. On a créé, par exemple, du bridge financing, c'est-à-dire quand les banques n'étaient pas capables de financer les projets au tout départ, des appels d'offres, ils attendaient qu'il y ait des gros projets pour pouvoir financer. Et nous, sur la compréhension, on a prêté de la dette à la place de la banque. En 3 semaines, vous venez nous voir, vous avez votre argent. Et après, la banque remboursera une fois qu'elle aura analysé son dossier sur les temps longs des banques en 6 mois. Et ça a permis à l'entrepreneur de gagner beaucoup de temps. Donc ça, on a trouvé ce produit-là. Il y a 4-5 ans, on a lancé ce produit-là. Et là, quand je suis allé voir les investisseurs en 2017 pour leur dire, mais vous investissiez dans des obligations convertibles avec comme collatéral un actif et des cash flows. Et je suis revenu et je leur ai dit, attendez, ça c'est terminé. Maintenant, on va investir en Pologne, prendre des risques de développement. Alors que les messages qui venaient pour eux de la Pologne, c'était on veut faire que du charbon, il faut voir le gouvernement polonais. Et je leur ai dit, on investit dans un endroit où on produit du kilowattheure le moins cher possible, l'endroit où le prix de l'énergie est le plus élevé. C'est comme ça qu'on aura quelque chose qui aura de la valeur. Et ça a été très dur. Mais c'était la demande de mes. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est qu'eux, ils m'ont expliqué que ça se passait comme ça. Et en contact avec eux, j'ai vraiment compris que c'était vraiment ça le besoin. J'ai réussi à les convaincre, on a réussi. Là, on est en train de on lance un fonds d'impact en Afrique, extrêmement spécifique, sur une niche de marché, parce que les pro-parco, les gros acteurs ont des gros volumes à investir, mais ne savent pas investir sur des petits projets industriels de 4-5 millions d'euros. Il faut faire un fonds qui répond à ces besoins-là. Donc, en fait, l'innovation d'Airgreen, c'est d'essayer au maximum de coller aux besoins du marché et de l'adapter, et de surtout faire en sorte d'avoir un alignement d'intérêts entre l'entrepreneur et le financier, et pas d'essayer de le squeezer. Et souvent, notre avantage, c'est que je pense que dans cette industrie, il y a quand même de temps en temps la logique du carry interest, de la surperformance, qui fait que certains financiers essayent d'étrangler le partenaire
Et je suis assez convaincu qu'il faut vraiment abandonner de la performance, moi, pour essayer d'avoir beaucoup plus un rapport rendement-risque équilibré. Donc voilà, c'est ça notre… Donc, il n'y a pas de… On n'a pas besoin de payer pour garder notre technologie ou quelque chose. C'est juste, il faut qu'on essaye en permanence de se remettre en question et d'être proche des gens à qui on travaille. Le bagage historien, ça change quelque chose sur comment voir les choses? Alors, moi, je n'ai jamais autant appris qu'à la Sorbonne. C'est extraordinaire ce que j'ai pu recevoir avec mes professeurs. Et je souhaite à tout le monde d'avoir des études où l'histoire, ce n'est pas d'apprendre des dates, hein, c'est juste de comprendre les raisonnements, analyser et voir les répercussions d'actes après sur le court, moyen et long terme. Donc moi, tous les jours, je m'en sers et finalement beaucoup plus que la partie à Lyon. Mais bon, j'ai dans l'équipe des gens qui sont très très bons aussi pour faire ce que là où j'étais un peu moins fort à l'EE. C'est pour ça. Une question, vous avez beaucoup évoqué l'analogie avec l'immobilier, la rénovation dans le bâtiment, souvent ces opérations refinancent leur fonds propres par les plateformes. On a vu ces plateformes apparaître aussi sur le financement des projets énergétiques, être beaucoup poussés par les pouvoirs publics, sous-entendu, si vous ouvrez une partie capital au départ à des opérations de financement participatif, vous aurez un complément de prix, donc la réglementation a beaucoup aidé ces éléments-là. Je n'ai pas le sentiment que cette plateforme est de même au développement autonome que ce que vous avez pu voir sur le marché immobilier, où elles sont là vraiment pour refinancer les fonds propres. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui peut venir, un public qui peut éventuellement discuter éventuellement pour l'intermédiaire financier? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez arriver ou est-ce que vous allez essayer justement de pousser par la réglementation sur son côté un peu résoudre le problème immobilier avec l'implication? Alors ça, c'est extrêmement juste. C'est comme ça que ça s'est développé dans les plateformes de crowdfunding dans le renouvelable. Même, ils ont eu une aide un petit peu parce qu'il fallait avoir des investisseurs dans le territoire pour pouvoir bénéficier de la réglementation. Eux, ça leur a permis d'apporter une solution et de rencontrer les entrepreneurs, mais c'était sur des petites sommes. Et aujourd'hui, que ce soit les NRFIP, les landosphères, les Loumans, les différents acteurs de ce secteur-là, on est sur des volumes beaucoup plus importants. Et maintenant, ils refinancent des actifs de nos propres participations. Et c'est là où, effectivement, ça pourrait être vu comme… En fait, ils sont compétiteurs de qui? Un peu des banques, un peu de nous. Moi, je les vois plus comme une solution. Je les vois plus comme une solution dans notre écosystème. Et ça permet, et ça a quelque chose d'extrêmement positif, c'est que ça permet d'initier les particuliers à l'investissement dans la transition énergétique. Et moi, mon grand regret aujourd'hui, c'est qu'on a du mal, mais ça va venir. Il y a quelques solutions qui sont en train de sortir et je pense qu'on en aura une prochainement. C'est de permettre aux particuliers, nous d'offrir aux particuliers la chance de pouvoir investir comme les institutionnels dans nos fonds, parce que ça nécessite pas mal d'engagement, parce qu'il faut être capable d'investir pendant 8 à 9 ans. Et donc, il peut y avoir des événements dans la vie qui fait que c'est compliqué de bloquer son argent si longtemps. C'est pour ça que c'est dur à mettre en place. Mais ça, je pense que c'est très important aussi pour que les gens se rendent compte et puissent vivre un petit peu ce qui se passe sur les territoires. Mais donc, non, je pense que vraiment les landosphères, les NRFIP, ça y est, ils ont passé tout comme ce stade de la subvention et ils peuvent vraiment vivre tout ça. Il y avait une question sur le jeu, alors vous l'avez dit plutôt du début de la présentation, et je reviens un peu après, mais c'était sur… En gros, la France tente de faire entrer le nucléaire dans la taxonomie européenne de la finance durable et qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est très important. Bien sûr, il faut qu'on soit au cœur de ce mouvement. Après, on voit bien qu'il y a des enjeux stratégiques de chaque pays. Chacun essaie de placer son truc. Nous, notre gros problème aujourd'hui, je dirais pour la France, c'est de faire en sorte que le nucléaire soit vu aussi comme un acteur de cette décarbonisation. Et c'est ça l'enjeu. Moi, je suis assez convaincu que ça a son rôle à jouer. Notamment, on n'a pas parlé d'hydrogène aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Hein. Faire de l'hydrogène avec du fossile, franchement, ça ne va pas sauver ça va pas répondre au problème. Il y a énormément, avant d'arriver sur de l'hydrogène vert compétitif, il y a encore un petit peu de temps, le nucléaire a un rôle de transition. Donc après, rentrer dans le projet globalement, il faut le faire, mais il faut pas que ça soit non plus fourre-tout et il faut que, en fait, chaque pays va vouloir défendre ses intérêts. Il ne faut pas que ça travestisse les
les lois. C'est ça l'enjeu, à mon avis, de ce qui se passe au niveau international aujourd'hui et dans toutes ces réglementations. On a tendance, quand on veut faire tous ensemble, à faire moins que ce qu'on devrait faire seul. C'est un peu le sujet. Est-ce que vous levez des fonds actuellement, donc il y a l'impact Afrique, et si c'est sur les pays… Donc, il y a 7 pays en Afrique. En ce moment, l'autre fonds qu'on lève… Vous proposez comme promesse de performance. Voilà, alors… promesse, c'est un objectif. Hein. Pour l'instant, on a toujours tenu nos objectifs sur les différents fonds. Sur l'Afrique, l'objectif, c'est de faire du 8 net pour l'investisseur, sur de la dette, non dette senior. Donc, on prend le risque que devrait prendre un banquier. Donc, c'est finalement… parce qu'à la fin, on vend de l'énergie. Hein. Donc, si vous demandez du 15 ou du 20 parce que vous êtes en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Hein. L'énergie, après, c'est le contribuable qui le paye. Après, c'est l'utilisateur qui le paye à la fin le prix de l'énergie. Donc, si vous demandez du 15% sur le coût, on ne va pas le faire. C'est ça le sujet. Et donc là, et c'est là où c'est intéressant, c'est que là, notre type d'investisseur, ça va être la Banque européenne d'investissement, Proparco, c'est ces gens-là qui ont comme mission d'aider à accompagner. C'est pour ça que je disais qu'il faut de la bienveillance. Un moment de la bienveillance. Et sur d'autres fonds, quand on fait notre fonds bridge sur des solutions de dette senior en France sur 2-3 ans, l'objectif, c'est de faire du 5 net en pure dette senior. Donc, normalement, c'est rémunéré même pas 1% par les banques sur ces projets-là. Donc, finalement, là, on va avoir les caisses de retraite qui vont être extrêmement intéressées là-dessus. Ça va pouvoir permettre de doper un peu pour les retraités. Donc, ça c'est assez positif. Et quand on va faire notre fonds equity, notre objectif, c'est plutôt d'aller chercher du 10. Quoi. Mais parce que là, on va prendre des vrais risques de développement, on va accompagner des entrepreneurs. Donc, il faut s'adapter à ça. Et les tickets d'entrée? Et alors, les tickets d'entrée, nous, normalement, sur nos fonds, c'est plutôt minimum 2 et c'est plutôt… normalement, c'est 5 millions d'euros. Bon, après, quand il y a des investisseurs historiques qui disent on peut mettre 2 millions d'euros, on le fait. Mais le ticket moyen, maintenant, je m'aperçois sur les fonds, c'est plutôt 30 à 40 millions d'euros. Mais c'est pour ça qu'il nous faut trouver des solutions pour avoir du retail, quoi, des particuliers qui investissent. Alors, mais ça va se mettre en place. Je pense que pour notre fonds 5, qui va être lancé l'année prochaine, qui devrait être un fonds de 800 millions à 1 milliard, on devrait avoir une poche de 100 millions d'euros levée auprès de particuliers. C'est un peu l'idée. Vous évoquez l'hydrogène. Peut-être en parler un petit peu, parce qu'il y a peut-être des défis un petit peu particuliers tout de même sur ce type d'énergie, de vecteur d'énergie. Il faut mettre à travailler des acteurs qui historiquement ne travaillaient pas forcément ensemble. On voit bien si à terme, dans des hommes relativement lointains, ça se développe par exemple pour l'aviation, ça veut dire qu'il faut mettre en place des circuits d'alimentation de développement avec ce processus de carburant, il faut mettre en place la production, il faut qu'elle soit verte, il faut la transport, etc. Donc, il faut une coordination entre plein d'acteurs qui existent peut-être aujourd'hui, mais qui historiquement n'ont jamais travaillé ensemble. Est-ce que vous, en tant que financier, vous pensez pouvoir avoir un rôle pour aider ce type de coordination? Nous, on essaie de faciliter les projets, de mettre en relation les uns les autres. Ça, c'est un peu ce qu'on a toujours essayé de faire. Mais moi, je suis assez optimiste sur le fait que tout le monde arrive à vivre ensemble. J'ai un exemple. On a investi dans une société on a financé 50 millions d'euros. L'initiative Hype, c'est Air Liquide, Total, Toyota et un entrepreneur. Il faut marier tout le monde. Et donc, on a le monde du transport, on a le monde d'Air Liquide qui, à la base, se rend bien compte que le gaz demain, il faut trouver des solutions vertes pour l'hydrogène. Et il y a Total aussi qui se dit, voilà, c'est fini, quoi, le pétrole, à la fin, c'est terminé. Et donc là, on se retrouve à financer le rachat d'une flotte de 500 taxis parisiens au diesel qui va être converti à l'hydrogène pour pouvoir avoir une flotte verte à Paris, quoi. Alors après, c'est compliqué au jour le jour. Entre les entrepreneurs, l'entrepreneur, les différents acteurs, pour se mettre d'accord. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Et je trouve que ça va être plus facile pour l'hydrogène que ça a été, je dirais, pour le solaire ou pour l'éolien, parce qu'il y a l'image de ce qu'on a réussi à faire avant sur les autres technologies. Et donc, on voit des gros acteurs qui sont quand même beaucoup plus enthousiastes et qui investissent. Est-ce que ça appelle des instruments financiers voilà, façon de partager les risques? À ce stade, en fait, les instruments financiers qu'on a faits, ils existaient déjà.
sauf qu'ils étaient dans d'autres secteurs et on n'y pensait pas pour le mettre là en disant maintenant, c'est pas possible, c'est un truc d'immobilier. Donc, en réalité, il n'y a aucune innovation. Et je ne pense pas qu'il faille faire des instruments financiers trop complexes. Au contraire, je pense que ça, c'est un gros problème. Il faut faire quelque chose de simple. Il faut juste un bon alignement d'intérêts. Et comme je disais tout à l'heure, parler aux bons interlocuteurs par rapport aux produits qu'on a, aux besoins qu'on a, trouver l'investisseur adapté. C'est ça qui est très important, qui est soit prêt à prendre ce risque-là, soit prêt à avoir un rendement plus faible, mais parce qu'il sait qu'il fait ça pour une mission d'engagement public, par exemple. C'est plus ce qui est très dur dans notre métier, en tout cas, et je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment d'être en phase avec la réalité du marché, à convertir ça dans un produit adapté avec toutes les réglementations et les subtilités autour, et de trouver son public, de trouver le bon investisseur. C'est pas facile. Est-ce que je me trompe, les indices boursiers des entreprises énergétiques étaient plutôt plats jusqu'en 2018 et sont dans une espèce de bulle, une explosion. Oui, il y a eu une explosion. Depuis 2-3 ans. Et qu'est-ce que vous pensez de cette explosion et qu'est-ce que ça change à vos analyses? Moi, je me méfie parce que je l'ai vu la même. Tout ça a été plat jusqu'à 2003-2004 sur les premiers renouvelables. Après, c'est n'importe quoi. On mettait green, on faisait x3 ou x4. Là, il y a eu un passé très dur pour toutes les boîtes, toutes les sociétés qui étaient notamment dans la transition énergétique, parce qu'elles ont souffert énormément par rapport aux besoins, parce qu'elles avaient besoin de beaucoup de financement et tout, donc ce n'était pas du tout valorisé par la bourse. Puis là, d'un seul coup, il y a eu un effet de rattrapage très important. Donc, tous les fonds qui étaient, on investit sur du solaire, de l'éolien, début des années 2010 à 2018, c'était catastrophe. Et là, il y a eu des performances. Je vois l'année dernière, j'ai vu 100% de performance sur la plupart. Ils sont tous entre 50 et 100% de performance sur l'année. C'est les excès de la bourse. Moi, dans le private equity, on essaie de vraiment raisonner sur quels sont les actifs, combien ils vont pouvoir me générer de cash flow sur les prochaines années, et dans le contexte actuel, quel est le rendement satisfaisant. Et donc, en restant vraiment focalisé là-dessus, sur la réalité économique, et je pense que on ne va pas pouvoir se tromper. Le seul sujet qui est très compliqué pour nous aujourd'hui d'anticiper, c'est où va le prix de l'énergie. C'est vrai que là, on le voit sur le court terme, les prix de l'énergie se sont envolés. Avec le Covid, c'était l'inverse. Là, maintenant, les prix partout dans le monde explosent. Il y a des tensions énormes sur les matières premières. Donc, nous, notre coût de revient pour construire, maintenant, on est moins compétitif pour produire du kilowattheure solaire maintenant qu'il y a 6 mois. C'est normal, parce que le prix des panneaux a augmenté fortement. Mais dans le même temps, c'est largement compensé parce que le prix de l'énergie a monté très fortement. Donc, la source de risque pour nous, c'est ça. C'est où est-ce qu'on va sur le prix de l'énergie à moyen terme. Est-ce qu'une fois qu'on aura un réseau de stockage et une gestion parfaite, plus optimum des nouvelles capacités, ça va refaire plonger le prix de l'énergie? Et donc, donc il faut pas. Voilà. Et donc, il y a des organismes qui sont spécialisés pour faire des études sur 15, 20, 25, 30 ans. Mais comme tous les analystes financiers, en fait, tous les 3 mois, ils revoient leurs prévisions. En fait, on ne sait pas. Et je dirais le risque majeur, c'est ça. Où va le prix de l'énergie? Mais tendance à croire que sur le court moyen terme, je ne vois pas de pression déflationniste à attendre. Surtout avec ce qu'on disait, la migration des énergies fossiles, donc du pétrole, vers l'électricité. Vu tous les besoins en électricité sur les prochaines années, je pense qu'on risque d'avoir une pression inflationniste sur le prix de l'énergie. Et c'est là où les politiques vont devoir faire très attention, parce qu'il y a des sujets extrêmement sensibles, et notamment pour la bourse des Français, c'est de faire en sorte qu'ils soient capables de payer leur facture énergétique à la fin. Donc, cette transition aussi, qu'elle se fasse bien accompagnée et intelligemment. Il faut qu'elle se fasse rapidement. Il faut qu'on puisse mettre des nouvelles installations rapidement. C'est là où on revient sur les freins administratifs, sur l'installation du solaire, de l'éolien, qui nous font prendre énormément de retard par rapport aux objectifs gouvernementaux. Et si on prend du retard, on n'aura pas les capacités pour répondre à la hausse de la demande d'électricité. Et donc, il y aura une pression forcément sur les factures des contribuables. Et ma question, c'était, est-ce que vous avez un contact avec
Non, alors si on avait regardé avec tous les logements sociaux pour essayer de voir comment on pourrait proposer des solutions, ça c'est un de nos partenaires, notamment Arcolia, qui est dans le sud de la France, pour équiper pour tous les logements précaires d'un panneau solaire sur le balcon pour pouvoir gérer aussi le chauffe-eau, etc. Donc il y avait toute une idée là-dessus. Et là, c'est pas mal parce que ça fait du volume. Et donc là, on était prêt à mettre en place, il nous avait demandé, il me dit, si j'ai 2000 logements à fournir comme ça, est-ce que tu peux me donner une dette pour financer le fonds de roulement? Parce qu'une fois que j'aurai la taille, parce qu'au début, il faut que je commence doucement, je ferai un gros refinancement une fois que ça. Donc là, typiquement, on est au cœur des sujets. Ça nous intéresse énormément. Donc, et c'est là où on va sur l'autoconsommation, l'individu. C'est ce dont je parlais dans la décentralisation de l'énergie. C'est les nouveaux modèles. C'est assez complexe. C'est dur à mettre en place. Il y a vraiment des solutions à explorer. Revenir juste sur le prix de l'énergie, et ça montre que je connais bien, mais EDF n'achète pas toute l'énergie que vos entreprises. Historiquement, oui. Historiquement, oui. EDF, alors, il y a la France, il y a l'Europe, c'est très différent partout. En France, historiquement, ils ont même payé à un moment jusqu'à 60 cents du kilowattheure, 600 € du mégawattheure pour acheter notre tarif, quand le nucléaire totalement amorti vaut plutôt 45 ou 50. La réalité, ça c'était le tout départ. La réalité, c'est quand on crée une nouvelle centrale nucléaire, c'est une point, c'est 130 €. Donc le vrai prix du nucléaire, il faut dire, c'est sur les nouvelles installations, c'est 130 €. Mais ils ont payé au départ 600 €. C'est normal, il fallait faire vivre quelque chose qui n'était pas rentable. On a divisé par 10 les coûts. Aujourd'hui, en France, tous les appels d'offres solaires qui passent, donc la qui organise appel d'offres, ça sort à 50 € du mégawattheure pour le sol. On sort à 50 € du mégawattheure. On était à 600, on est passé à 50. Ça, c'est le côté très bénéfique. Et comme on doit se projeter sur le long terme, finalement, faire un effort sur 20 ans de tarif de rachat pour des petites installations au départ. En termes de volume, on est en train d'exploser aujourd'hui. On avait fait très peu. Mais en termes d'investissement financier, les gros investissements, ils ont été faits de 2000 jusqu'à 2020. Et c'est pour ça que je dis, et d'ailleurs je l'ai mis dans la présentation, il est venu le temps du retour sur investissement. La France, l'Europe a investi massivement sur le renouvelable. Aujourd'hui, on peut vraiment avoir un retour sur investissement extrêmement intéressant parce que l'installation de nouvelles sources renouvelables en France, dans un contexte bien organisé, eh ben, ça nous permettra d'abaisser le coût de la facture énergétique. Et ça c'était impossible de dire ça il y a encore 2-3 ans. Et ben voilà, donc ça, c'est possible. Donc maintenant, l'État doit être bienveillant, donc maîtriser le cadre réglementaire, accompagner le mouvement. Et ce n'est pas trop d'argent. Et je leur ai dit, parce que moi, j'ai eu une réunion comme ça au ministère, je dis, mais on n'a pas besoin d'argent, en fait, parce qu'il y avait des députés qui disent, on va mettre un nouveau prêt pour la transition énergétique, 100 milliards. Je dis, arrêtez de nous endetter. Quoi. Déjà, nos enfants, ils ne peuvent même pas rembourser les 1000 milliards de dettes. Arrêtez on n'a pas besoin de vos 100 milliards. Arrêtez de faire ça. Dites, il faut juste payer le vrai prix des choses. Donc là, on vient après sur le prix du carbone, etc. Mais il faut faire payer le vrai prix des choses. Et puis surtout, il faut nous mettre un cadre réglementaire qui nous permet d'investir sur le long terme. Il y a énormément d'argent. Il y a énormément d'entrepreneurs. Donc, ça va aller. Et l'autre point que je milite énormément, ne nous donnez pas d'argent, mais donnez-nous plutôt une garantie. C'est-à-dire, moi, pour investir dans une nouvelle technologie d'infrastructure dans l'adaptation au changement climatique, si c'est vraiment un gros risque, il faut que quand même mon investisseur, par rapport au risque, il faut que j'ai du 15. Moi, je suis prêt à avoir du 8 si les organismes comme l'ADEME, la BPI et tout disent je couvre les 20 premiers pourcents de pertes. Psychologiquement, là, ça permet de faire d'une infrastructure qui n'est pas encore mature une infrastructure mature dans son investissement et donc dans le coût. Et ça change tout. Parce que d'un seul coup, quand on a l'accès à des capitaux à faible coût, eh ben, on arrive à aller beaucoup plus rapidement et donc à se développer. Donc moi, je pense que c'est plus des mécanismes de garantie qu'il nous faut. Ce n'est pas d'argent. L'argent, il y en a partout. Vraiment, le mode de régulation, plus besoin. C'est quoi? Faciliter le monde des affaires, une réglementation
façon de faire les affaires, c'est des normes environnementales, c'est la tarification. Je pense notamment à la politique européenne, hein, qui veut rehausser les ambitions au niveau du marché du carbone. Quel type finalement d'investissement? Pour moi, il y a un point fondamental, mais ça, c'est pour nous tous, je pense, c'est le carbone. Il faut arrêter d'aller faire un Paris-Rome en avion à 30 €. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le vrai prix, en fait. Le coût environnemental, donc il faut prendre ce coût environnemental. La seule chose qu'il faudrait, moi, c'est qu'on paye le vrai prix des choses. Déjà, ça change tout, parce que ça change totalement après l'analyse qu'on a de nos investissements et des retours sur investissement. Donc, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est le cas où on arrive à faire les affaires, les deals et tout, ça se passe bien. En revanche, c'est quand ils s'engagent dans des décisions, il faut qu'ils tiennent, il faut être solide. Les Français avaient des tarifs de rachat, ils avaient fait des tarifs de rachat sur 20 ans, au bout de 10 ans, ils disent c'est bon, on arrête. C'est formidable de faire un truc pareil. On ne peut pas travailler comme ça. Tu as fait une erreur, et c'est vrai qu'ils avaient fait une erreur. Ils ont laissé un tarif de rachat trop élevé, 2 ans de trop. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des lobbies à droite, à gauche, et donc ils ont gardé ce tarif là-bas. Ils ont fait une erreur. Pour régler cette erreur, ils en font une deuxième. Parce qu'ils vont annuler les tarifs à des gens qui n'ont pas bénéficié du tout de ça. C'est des gens qui ont investi derrière et donc qui n'ont pas du tout gagné l'argent. L'argent, il a déjà été pris par les gens qui avaient développé les projets et qui ont vendu. Et donc, ça, c'est le cadre. Donc, un cadre réglementaire durable. C'est ça qui est important. Et du point de vue du pouvoir public, on comprend parfois que s'avance sur des politiques nouvelles, des erreurs. Bien sûr. Mais ça veut dire quoi? Que pour vous, il vaudrait mieux des plans de revoyure à 5 ans, et que vous sachiez qu'au bout de 5 ans, on évalue la politique et éventuellement la modifie? Non, je pense qu'il faudrait plus, dans ce cas-là, des aides one-shot. Au départ, on dit, bon, on lance le projet, ben voilà, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. Ben vous avez une subvention de 30% au départ sur les CAPEX. Et comme ça, après, on a un modèle économique qui vit seul, sans eux. Moi, je préfère ça. Parce qu'on ne peut pas... parce que si vous avez des aides sur 3 ou 4 ans, vous n'aurez pas les financements derrière. Ce n'est pas assez long. On est sur des infrastructures, sur des temps longs, 20-30 ans. Donc, soit il y a des garanties de première perte qui peuvent être faites. La garantie de première perte, c'est bien, parce que ça ne coûte rien. C'est vraiment si après, effectivement, on a voulu lancer une nouvelle industrie, ça n'a pas marché, bon, ben, c'est garantie de première perte. Et si ça gagne, ça aura coûté à personne. Et encore une fois, je dis aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin. C'était vraiment vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai juste besoin, ce dont on a le plus besoin, je dirais, ce n'est pas trop les financiers, c'est pour accélérer le mouvement, c'est des phénomènes, des prises de décision beaucoup plus rapides. Je vais vous donner un exemple dans le solaire, sur l'autoconsommation. On est beaucoup plus cher que les Allemands qui ont des kits solaires très rapides. Ils vont acheter leur kit solaire à un prix défiant toute concurrence. Pourquoi? Parce que nous, pour faire la même chose, c'est l'horreur administrative. On va passer par 50 intermédiaires. Et donc, à partir de là, économiquement, vous tuez votre projet. Parce que quand vous êtes sur des petits projets avec des petits montants, si vous avez énormément de paperasse et de barrières administratives, vous détruisez la rentabilité économique. Donc, je dirais aujourd'hui, pour synthétiser, les choses qu'il faut, c'est le vrai coût des choses. Ça, c'est le carbone. Et je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus. La deuxième chose, c'est une simplicité administrative, une facilitation de l'émergence de ces projets-là. Et enfin, ne pas juste donner des garanties que, par exemple, je vous donne une idée, on veut faire du solaire, je n'ai pas besoin qu'on me paye très cher ma production d'énergie solaire, j'ai juste besoin de me dire, on fait un appel d'offres et l'État dit, bon, ben voilà, à 40 €, sachant qu'aujourd'hui, le prix moyen pour tout le monde, c'est à plus de 60 ou 70 €. Ben, à 40 €, on sera toujours là pour pouvoir acheter votre électricité. Ce qui fait que le temps d'avoir quelque chose de totalement parfait dans le stockage, et ben on sait que nous, tout ce qu'on produit, au pire, on fait 40. Et il y a un contrat pour différence, c'est-à-dire que si on produit et on vend beaucoup plus cher, ben la différence, on peut la rendre à l'État. À la fin, on a fait toutes les simulations, l'État va gagner de l'argent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit sur les derniers appels d'offres, l'État, ça avait été gagné sur un tarif de 60 €. Comme les prix spot ont été plus élevés, à la fin, finalement, l'État gagne de l'argent. Ça, on n'en parle pas, mais c'est là où on est aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est de la stabilité, de comprendre que dans le pire des scénarios, on est couvert. Et après, si ça se passe bien, le fait de nous avoir couverts dans le pire des scénarios, ils vont gagner de l'argent. Donc, cette compréhension, elle est en train de se mettre en place dans les gouvernements. Ça ne coûte pas aux contribuables et ça permet d'accélérer très, très, très fortement. Donc, voilà, donc il y a ces 3 axes.
Si on fait ça, je pense qu'on va pouvoir vraiment être très pertinent dans notre secteur. Et je suis sûr que l'Europe, c'est rare hein, de voir un secteur où on sent que l'Europe a été pionnier et leader. Et on est toujours triste, et ça fait partie aussi de la question de ouais, mais là, on fait ça, puis c'est des panneaux chinois, et puis c'est fait n'importe comment. Parce que c'est vrai que le coût environnemental, aujourd'hui, dans le solaire, quand on faisait le coût, on se dit bah ouais, c'est fait en Chine, les panneaux, avec de l'énergie fossile. En fait, et après, il y a tout le transport, c'est déplorable. Aujourd'hui, il y a la possibilité de le faire maintenant, avec toute l'automatisation des machines. On est capable de faire des méga factories, je suis convaincu, en Europe. Ça ne doit pas rester qu'en Chine. On peut réindustrialiser aussi avec ce secteur-là. Et donc, les différents syndicats sont en train de faire des travaux pour essayer de quantifier le nombre de créations d'emplois qu'on peut avoir dans notre industrie. Je pense que ça va aider aussi le pouvoir politique à s'engager sur le long terme. Mais encore une fois, on ne leur demande pas d'argent. Il ne faut pas qu'ils nous donnent d'argent. Si on demande de l'argent, on passe à côté. Le contrat pour différentes c'est quand même pas une situation pour la partie de la souveraineté. C'est vrai. C'est quand même les pouvoirs publics qui, du coup, prennent en charge une partie de ça, c'est sûr. Mais en revanche, eux, ils ont un autre risque derrière. S'ils ne font pas ça, comment on fait pour installer? Et le prix de l'énergie va monter. C'est quoi leur risque, en fait? Parce qu'il faut voir, leur vrai risque, c'est que le ménage ne puisse plus payer son électricité à la fin de l'année parce que le prix de l'énergie s'est envolé, le prix spot s'est envolé. Donc, s'il y a plus d'installations et qu'au pire, ça revient à 30 € du kilowattheure, pour le contribuable, ça ne sera pas un problème. Le vrai problème, c'est l'autre. C'est qu'on n'ait pas assez d'installations. Ça, c'est un souci, c'est de ça dont il devrait se préoccuper. Et encore une fois, je pense qu'on a un atout extraordinaire, c'est le nucléaire en France. Parce que pour faire cette transition, moi, je suis assez convaincu que le nucléaire, c'est une solution de transition. On a la chance, on avait investi avant, on va pouvoir avoir une transition plus vertueuse pour éviter ce qui a pu se passer en Allemagne où ça a été remplacé par du charbon et donc plus de pollution, etc. Je pense que nous, on a cet avantage-là. Donc, en étant intelligents dans notre mix, positif ensemble et avec une vraie compréhension des acteurs, on va réussir. Vous disiez que Paris-Rome à 30 €, ça ne fait pas, mais c'est parce qu'ils ne prennent pas en compte le coût des externalités. Le coût environnemental, c'est le carbone, le problème. Vous appliquez à vous et à vos projets. Mais ouais, coût environnemental. nous, en permanence, on calcule l'impact qu'on a dans tous nos rapports. Aux clients de vos investissements. Maintenant, nos investisseurs, quand ils investissent dans nos fonds, à la fin, on leur prouve, et c'est certifié par des études externes, combien ils ont fait économiser de millions de tonnes de carbone. Et d'ailleurs, on a essayé et on essaye. Mais je consomme quand je lève de l'argent, je suis obligé de faire le tour un peu de l'Europe là pour essayer parce qu'on a rencontré physiquement. On était content parce que sur le fonds 4, avec le Covid, on a réussi à faire on a fait une levée de fonds 100% écolo, que du vélo et on n'a pas pris d'avion. Aux clients des entreprises dans lesquelles vous investissez, est-ce que les clients des entreprises dans lesquelles vous investissez payent le coût environnemental? Les clients des entreprises dans lesquelles j'investis, c'est ceux qui vont racheter leur énergie. Ils payent ce coût environnemental ou pas? Mais non, parce qu'en fait, nous, on apporte une solution par rapport à… En fait, c'est du relatif. C'est à la fin, ils font des économies de CO2. Donc, on ne va pas leur faire payer, du CO2. Vous voyez? Donc, voilà. En fait, au contraire, ils peuvent bénéficier de tout ce qu'ils ont fait économiser. Ça peut leur donner des quotas de crédit carbone. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout monétisé. Ce n'est pas valorisé du tout. Dans aucun de nos projets, on valorise ça. Et si on pouvait le valoriser, ça change tout. Et c'est là où l'Afrique a un potentiel énorme derrière. Parce que là, d'un seul coup, on va pouvoir investir de façon beaucoup plus importante si vraiment c'était valorisé. Donc, je pense que c'est très vertueux. Pour moi, c'est le dernier, c'est le point vraiment fondamental là-dessus. Quand vous dites dans le cas de l'Afrique, c'est-à-dire que c'est des crédits qui seraient revendus. Oui. On a vu par le passé que c'était compliqué. Des effets néfastes. Voilà. Non, mais c'est pour ça. Rien n'est simple. Oui, il y en a quelques-uns qui en ont profité. Mais bon. Rien n'est simple. Hein. Moi, je n'ai pas la solution, hein, sinon je le présenterai. Mais il y a quelques pistes et je me dis, en tout cas, nous, ce qu'on ressent pour ça s'accélère, il faut arriver à les trouver. Et je fais confiance
stratège pour le faire. Bien, très bien. Merci beaucoup. Je crois que vous avez à moi pour remercier chaleureusement Nicolas pour cette Merci. présentation. Je crois que financier, on a aussi perçu l'enthousiasme et quelque part ça nous porte. Donc merci beaucoup pour cette présentation et puis on se retrouvera très bientôt pour le prochain FLM. Le prochain, ce sera le 15 octobre. 15 octobre. Ce sera Philippe Aubon de Virginia Tech avec la Section recherche. Voilà, c'est ça. Ce sera dans les recherches. Parfait. Merci beaucoup. Merci.